Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot, Ouais, prise 2 avec, c'est ça, version Joey, en ben attendant le oui. retour de Frank, mais c'est toujours le fun parce que c'est ça. Bien qu'on jase de manière plus indirecte via les réseaux sociaux, on fait pas tant de podcasts, moi puis Simon ensemble, fait que Non, c'est le c'est fun au ça. moins on rattrape l'écart, Ben comme on oui. dirait là. Ouais, Simon, cette semaine, c'est Ouais. ça, tu veux qu'on parle, en fait, le fameux deal qui est pas encore à 100% confirmé, mais en tout cas, il est quasiment sur le bord de l'être entre la Chine et le Canada, plus précisément sur l'histoire des voitures électriques parce que ça chamboule beaucoup de choses, autant qu'il y a beaucoup de contribuables canadiens qui se disent enfin, je vais pouvoir m'acheter un char en bas de 50 000, 50, 60 000 pièces. Mais il y en a d'autres, comme de l'industrie automobile canadienne slash ontarienne, qui sont en train de, c'est ça, de faire des cacamous un peu. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, en termes d'échéancier, c'est assez, c'est pas aussi clair qu'on pourrait le penser. Fait qu'on va y aller par étapes. Tu sais, d'abord, pourquoi moi je Et- voulais parler de ça aujourd'hui, c'est parce que bon, on sort du salon de l'auto de Montréal. Il s'est terminé au moment où on enregistre, ça s'est terminé hier, donc le dimanche. Puis je sais que tu sais, à Québec aussi, il y a un salon de l'auto qui s'en vient en mars et tout. Bon, il y a un ouais. salon de l'auto à Toronto qui est en quelque part dans un mois à peu près là, de mémoire, là. Fait que C'est bref, bizarre que les médias ne parlent pas des niveaux de prostitution durant autour du Salon de l'Auto de Montréal puis de Québec. Ils en parlent pendant le Grand Prix à toutes les années. ouais. L'article est prêt quasiment un an d'avance, mais les centres de l'auto. Puis je dis pas parce qu'ils devraient le faire en passant. Moi. Non, de Je toute suis très façon, sarcastique ici, là, mais c'est ça, c'est juste pour ça c'est drôle. plus tranquille que ça a déjà été les salons de l'auto. C'est malheureusement, parce que moi, je suis un Ouais. passionné d'automobile, c'est moins populaire que ça a déjà été. Puis bon, tu sais, c'est moins, il y a moins d'événements autour de ça et tout. C'est-tu ben, regarde, micro-parenthèse, excuse-moi de Mhm. t'interrompre Non, là-dedans, vas-y. mais c'est-tu vraiment justement le tout électrique qui a comme un peu rendu ça, je veux pas être méchant, mais plus quétaine un peu, parce que tu sais, salon de l'auto veut dire gros char, gros moteur, tu sais, tu sais, les chars de luxe, puis de ci, de ça, puis il amène une Batmobile une fois de temps en temps, puis de ci, de ça, mais on dirait que je sais pas, c'est-tu l'air du temps qui a fait que le pétrole c'est mal, de ci, de ça, que ça a comme un peu effleuré l'image des salons de l'auto? Ben, les mœurs ont changé un peu, tu sais, l'air du temps dans une certaine mesure. Je ne sais pas si je mettrais tout ça sur le dos des autos électriques. Tu sais, c'est un phénomène qui avait commencé avant la pandémie. Tu avais des gros salons là, comme Détroit, tu sais, qui sont malheureusement plus juste l'ombre de lui-même. En Europe, il y a beaucoup de salons qui n'existent plus. Tu sais, nous, on est chanceux d'en avoir encore un. Tu sais, les constructeurs, maintenant, ils ont développé une habitude de, tu sais, au lieu d'attendre au salon pour faire leur grand dévoilement, ils font leurs propres événements séparés. La presse automobile y va. Il y en a, des fois, ils en présentent quand même des nouveautés dans les salons, là, mais c'est beaucoup moins big qu'avant. Puis évidemment, on s'en doute, la COVID a fait mal à peu près. Là. Donc, tu sais, puis il y avait un bout, je me rappelle à Montréal, pendant la COVID, tu avais le salon de l'auto virtuel. Je me suis même pas donné la peine de checker c'était quoi cette petite patente-là. C'était comme, ben non, ça n'a pas rapport. Là. Puis après ça, je pense que l'année qu'on sortait de la pandémie, ils l'ont pas faite parce que ils l'ont pas fait en présentiel parce que il y avait un enjeu de il n'y avait pas privé à la salle puis tout quelque chose de même. Fait qu'en tout cas, non. Fait que c'est ça. Fait que je me dis, mais malgré tout, les Québécois, on le sait, ils demeurent encore très friands d'automobile. Mais oui. Fait que je me disais, ça valait la peine de le couvrir parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se disent à gauche, à droite. Puis, tu sais, il y a des choses qui ont été prises pour acquises dans la presse en général, là, pas juste la presse automobile, que finalement, tu fais comme, ouais, c'est pas nécessairement un done deal tant que ça, là, c'est ce que les presets, les prérequis que le monde se sont mis dans leur tête. Là. Fait qu'allons-y comme ça. Tu sais, moi, je t'ai envoyé le lien pour ce qui est le communiqué de presse du bureau du premier ministre qui date du 16 janvier. Puis c'est ça, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais faire les liens avec comme ce qui m'apparaît être la réalité. Puis il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Fait que c'est vraiment le fameux paragraphe. Je vais le lire au complet. Euh, Afin de tirer pleinement parti du potentiel des partenariats et de développer notre secteur national de la fabrication, le Canada autorisera l'entrée sur son marché de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine qui seront soumis au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée, soit un taux de 6,1 %. Bon, il y a du verbiage politique, là. Ce Mhm. montant correspond au volume importé de la Chine l'année précédente. L'année précédente, les récentes tensions commerciales de ces importations, 2023-2024. Ce montant représente moins de 3 % du marché canadien des véhicules neufs vendus au Canada. On s'attend à ce que d'ici 3 ans, cet accord stimule considérablement les nouveaux investissements chinois dans des co-entreprises au Canada avec des partenaires de confiance afin de protéger et de créer des nouveaux emplois dans le secteur de la construction automobile et du travail canadien et d'assurer un développement solide de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada. Cet accord prévoit également que d'ici 5 ans, plus de 50 % de ces véhicules seront des véhicules électriques abordables, dont le prix à l'importation sera inférieur à 35 000 ce qui offrira de nouvelles options à moindre coût aux consommateurs canadiens. Fait que bon, je vais le lire au complet une fois, puis on va y aller ligne par ligne parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans qui méritent d'être décortiquées. Ben, d'une part,
C'est ça, on parle en termes de chiffres, là, comme je viens de le lire, on parle de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine. Puis ça, c'est important on passe de tarifs qui étaient à 100 qui vont être maintenant ramenés à 6,1 Quand on parle de véhicules fabriqués en Chine, je pense que c'est là que c'est important de faire une nuance parce que les gens, dans leur tête, souvent, ils s'imaginent des véhicules, c'est des entreprises chinoises, les BYD, Chery, Geely, il y en a d'autres. Puis c'est Cherry, je pense qu'il y a eu, ben pour l'instant, c'est eux qui ont remporté j'allais dire le contrat, mais c'est pas vraiment le bon terme. Là, mais tu sais, en gros, les premiers, le nombre de véhicules que tu viens de mentionner qui va rentrer, les 49 000 véhicules, semble-t-il que c'est Cherry qui va être la première compagnie qui va pouvoir envoyer ses véhicules au Canada. En tout cas, c'est ce que j'ai Ben, entendu. c'est vraiment pas clair parce que c'était ça le point que je voulais faire. Le 49 000 véhicules, où est-ce qu'ils ont pris ça? Ils disent, ça fait référence à l'année 2023-2024 avant qu'il y ait des troubles commerciaux. Mais ça, les 49 000 ventes au Canada, ça représente les ventes de Polestar, qui faisait partie du groupe Volvo, qui fait partie du groupe Volvo, dans une entreprise suédoise, mais qui appartient maintenant à l'Inde, de mémoire. Mm-hmm. Et non, pardon, c'est chinois. C'est chinois. Donc, ça, c'est vrai. Mais tu as également Tesla. Tesla, bon, Elon Musk, qui a beau être sud-africain, c'est une entreprise américaine. Fait que c'est ça, parce qu'il faut se rappeler qu'avant que Trump reprenne le pouvoir, des modèles 3, ça se vendait comme des petits pains chauds. Là. Il y a des modèles 3 puis des modèles Y. Tu en avais partout. Moi, juste pas loin de chez moi, sur ma rue, sur une rue voisine de la mienne, tu as quasiment chaque maison une Tesla. Là, tu te dis, bon, non, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui trippent moins depuis. Il y en a qui ont mis des petits bumper stickers pour dire j'ai acheté l'auto avant qu'Elon Musk vire fou. Là. Mais bref, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, des Tesla, il y en avait partout. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu te dis, fait que là, ça soulève le point de dire, là, est-ce que ce ne serait pas plutôt Polestar et Tesla qui seraient les mieux positionnés dans le fond? Parce que Polestar nous a envoyé des véhicules au Canada avant que la taxe de 100 embarque. C'était des véhicules qui fabriquaient en Chine. Maintenant, il y avait de la production on nous envoyait d'autres véhicules qui venaient de la Suède. Maintenant, est-ce qu'on va nous renvoyer des véhicules de la Chine maintenant qu'il n'y a plus ces tarifs-là? Puis Tesla, bon, ils ont quand même un bon réseau d'usines et tout ça. Ils nous ont envoyé des véhicules de la Chine parce que, bon, les coûts là-bas, c'était moins cher et tout. Ils se sont virés de bord, ils nous ont envoyé autre chose. Mais là, est-ce qu'ils ne pourraient pas recommencer à nous envoyer des véhicules fabriqués en Chine, t'sais? Fait que c'est ça. Puis si c'est le cas, je veux dire, bon, Tesla, malgré qu'il y en a qui prétendent le contraire, pour moi, c'est encore des véhicules de luxe là, en termes de prix, là, puis pas juste le Cybertruck. Oh oui. Je veux dire, même une Model 3 ou un Model Y, vraiment que tu y vas les options, surtout qu'il n'y a plus de rabais maintenant, quoique, on pourrait y revenir. On parle de chars, c'est assez facile d'atteindre le 80 000. Là. Puis Polestar, ça fait partie de Volvo, c'est une marque de luxe en soi, tu sais. Fait que là, tu te dis, non seulement 3 des véhicules sur l'ensemble vendus au Canada, c'est pas tant que ça. Là, tu te dis, OK, peut-être pour les véhicules électriques, d'abord, ça permettrait d'avoir des chars électriques moins chers. Tu te dis, ouais, si c'est Polestar puis Tesla qui remportent qui se positionnent, qui servent d'abord puis qui nous shippent leur stock, pas sûr qu'on va être si gagnant que ça, tu sais. Non, c'est ça. Surtout qu'il y a comme l'éternel truc du protectionnisme versus les technologies chinoises. Puis écoute, ayant travaillé dans des compagnies, en fait, dans une compagnie, c'est ça, de vente électronique, là, quand Huawei était encore genre en expansion, là, puis tout le monde voulait qu'on en vende, là, parce que les caméras, c'est cellulaire, peut-être finalement, on s'est rendu compte que ça c'était un peu plus louche que ça, la compagnie, par rapport aux intérêts chinois et toute la patente. Fait que là, d'un côté, t'as comme l'éternel dilemme entre l'industrie locale ici qui risque de manger une sincère. C'est parce que, on dit rien que 3 ouais, mais rendu là, certains diront que c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. À ce compte que tu l'as ouvert, tu as bonne chance d'essayer de la refermer, tu sais. Fait que là, ça va commencer à 3, peut-être ça 6, 8, 9. Puis en même temps, je comprends l'intérêt des gens parce que justement, c'était des véhicules. Autant que certains diraient que c'est des véhicules, c'est quasiment l'équivalent TMU des véhicules. Là, certains diraient que ça, mais malgré que ça se vend tellement dans différents pays au-delà. Le prof Caron nous parlait qu'au Kazakhstan, les compagnies chinoises, je te dirais, les chars sont assez populaires là, dans ces fameux pays-là de l'Asie, dans ce coin-là. Fait que je me dis, est-ce que les Canadiens vont vraiment embarquer dans la patente? Vont-tu être très. On est-tu à ce point désespéré financièrement parlant? Puis là, c'est pas un jugement de valeur que je fais ici. Là, on va être vraiment après, garde chinois, peu importe, on le prend. Parce que justement, il coûte 20, 25, 30, 35 000 au lieu de, mettons, 50, 60, 70 000. Ou il y en a qui vont comme être en mode, ouais, ça reste que c'est du chinois pareil, puis gna. Puis par contre, je me suis dit, s'il y a une twist pour dire acheter du chinois, vous allez faire chier Trump, c'est sûr et certain que le monde va tout embarquer. Hein. Moi, je pense que ça va dépendre beaucoup des prix, effectivement, parce qu'on se rappelle, avant la pandémie, le véhicule moyen au Canada, neuf, coûtait 36 000 Ça fait que c'est à peu près ce prix-là qu'on vise ici, mais je vais avoir des précisions à faire là-dessus tantôt.
Là, maintenant, on est rendu autour de 65 000 depuis depuis Ah, c'est l'après-pandémie. fou, Fait que, là. tu sais, on comprend que. Mais maintenant, moi, je pense, je ne peux pas présumer du comportement des consommateurs. C'est sûr que tu peux avoir la twist de comme fuck trompe, évidemment. Mais moi, je pense que ça va beaucoup dépendre des prix des produits qu'on va avoir entre les mains. Parce que c'est vrai, tu sais, je comprends l'idée de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Puis Scott Bessent, il y avait un point là-dessus. Il y a une vidéo qui a circulé sur les médias sociaux en fin de semaine où est-ce que Scott Bessent, il disait on ne laissera pas les Canadiens, parce que vu qu'on a un accord de libre-échange, on ne Ouais. laissera pas les Canadiens nous faire du dumping de produits chinois ici. C'est-à-dire que les Chinois rentrent, le loup rentre dans la bergerie, les Chinois s'installent au Canada, ils vendent des véhicules. Après ça, ces véhicules-là traversent la frontière parce qu'on sait que les véhicules, le marché de l'automobile canadien, américain est très intégré. Les véhicules traversent plusieurs fois la frontière dans le cours du cycle de développement, production, mise en marché, etc. Fait que tu te dis, bon, il y a ça, il y a un point, parce que c'est d'ailleurs ça que les Coréens ont fait à une certaine époque, by the way. Hyundai, il y a une quarantaine d'années, quand ils sont arrivés ici, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont commencé à s'implanter au Canada. Il y avait même une usine au Québec dans le temps là, qui n'a pas été ouverte très longtemps. Mais il y a eu une usine, c'était-tu dans le coin de Tremblant? Je me rappelle plus, en tout cas, il y avait une usine au Québec. Puis éventuellement, c'est comme ça qu'ils vendaient les véhicules à peu de profit, des fois à pas de profit, pour éventuellement rentrer le marché américain. Et puis là, maintenant, je veux dire, Kia, Hyundai, c'est un des plus gros constructeurs au monde. Fait qu'il y a cet aspect-là. Cependant, encore une fois, ça va vraiment dépendre de c'est quoi les véhicules qu'on va recevoir. Puis, tu sais, c'est pas comme ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'on soit déjà des véhicules chinois ici, des véhicules à essence chinois qui n'ont jamais été sujets à aucun tarif. En fait, il y a deux exemples qui me viennent en tête. Il y a le Buick Envision, que moi, c'est un produit que j'aime, un genre de petit SUV, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Il y a le Buick Envision. C'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas le branding d'une compagnie chinoise. Non, c'est ça, mais c'est un véhicule qui est fait en Chine. Puis tu as le Lincoln Nautilus aussi. Puis ça, c'est très drôle. C'est ça, c'est très drôle, parce que ça, c'est un véhicule qui, jusqu'en 2023, était fabriqué au Canada. Et là, ils ont transféré la production en Chine depuis. Puis j'ai pas entendu Doug Ford dire un seul mot là-dessus. Pour lui, ça le dérange pas. C'est ça, c'est vraiment le mot, c'est la marque de commerce, c'est le branding, dans le principe que, tu sais, on est quand même un peu hypocrite, là, tu sais, d'un côté, on n'a pas, tu sais, je pense qu'au niveau de la sécurité nationale par rapport à la Chine, absolument, il faut rester prudent et tout ça, mais d'un autre côté, on importe tellement de cochonneries, en tout cas, Ben oui, des affaires, tu des sais, téléphones, des ordinateurs, ce que tu trois veux. quarts trois quarts des cossins du Dollarama, Ben tu sais, oui, la vaisselle à 2 piastres, tu sais, il y a plein de trucs qu'on reçoit de la Chine, puis garde, personne, en tout cas, je dis personne n'est mort, vous comprenez, c'est un jeu de mots ici, là, tu sais, ceci n'est pas un ben, conseil. il y a plein de monde dans les parkings de Walmart. À chaque fois que je passe devant un Walmart, le parking est plein. Fait que, C'est à un moment ça. donné, Mais là. en même temps, je me dis, pour ce qui est des véhicules, sachant que je pense que c'est un outil de tous les jours qui est quand même assez majeur pour les gens qui ne sont pas, mettons, sur l'île de Montréal puis qui n'utilisent pas le métro tous les jours, il va tout ça avoir, parce qu'il y a ça aussi l'affaire. Je pense que il va y avoir des first adopters, comme il y a tout le temps. Tu sais, des mondes qui disent, oh, ouais, je vais prendre notre char chinois, nanana, nanana. Puis c'est beaucoup, un peu comme dans tout, c'est le bouche à oreille souvent qui fait qu'un produit passe ou ça casse. Tu sais. On s'en rappelle, les tout premiers Tesla, les premiers modèles, le monde rushant en tabarouette. Des fois, on trouvé des pièces de rechange dans un garage, ou en tout cas, les commandes étaient très longues, parce que, évidemment, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas 15 000 concessionnaires Tesla partout. Il y en avait, mettons, un par grande ville ou dans ce coin-là. Puis encore là, les délais étaient très longs. Un peu comme les Apple Store à une certaine époque. À cette heure, c'est beaucoup plus mainstream. Est-ce que pour ce qui est des véhicules chinois, il va y avoir une stratégie à prévoir que, OK, dans les premières années, ça risque d'être très tough parce que justement, les pièces, il faut les commander de la Chine, puis c'est compliqué et tout ça, ou au contraire, la transition va bien se faire et tout ça. Et bien sûr, si le monde décide d'embarquer. C'est sûr qu'en même temps, comme je te dis, quand je parlais de fuck Trump et compagnie, c'est sûr qu'il y a l'aspect médiatique là-dedans. Là. Clairement, c'est un enjeu de politique internationale puis de géopolitique, même si en bout de ligne, ça reste que c'est quoi la grosse différence, à part vous transporter entre un char fait en Chine, puis mettons, je sais pas, tous les autres trucs made in China que vous achetez partout au travers de votre vie. La question se pose. Mais là, vu que les médias, vu que ça va être hyper médiatisé, puis là, c'est ça, il y a beaucoup des gens qui ne sont pas nécessairement contre ça à cause de l'industrie automobile qui est déjà présente au Canada, puis qui n'a pas le goût de se faire bimer le pion par des chars à moitié prix, ben, ça risque de brasser d'un bord comme de l'autre. Oui, ben tu sais, l'enjeu de l'approvisionnement en pièces des véhicules chinois, on terminera là-dessus tantôt. Tu sais, oui, je comprends qu'il peut y avoir un certain enjeu, ça va dépendre justement, puis c'est là-dessus que je vais terminer tantôt, sur les investissements que les Chinois pourraient ou pas faire au Canada. Tu sais, actuellement, dans le marché canadien, on a déjà des véhicules VinFast, ce sont des véhicules vietnamiens, qui sont probablement les pires produits que vous pouvez acheter sur le marché présentement. Là, la fiabilité, c'est vraiment dans la toilette. Là. Fait que tu te dis, bon, puis je sais que c'est pas toujours facile, ben, parce que ça prend pas de temps. Tu as des gens qui achètent des véhicules, ça prend pas une semaine, ils ont des problèmes, ils sont déjà rendus au garage, fait que déjà, ça pose des problèmes.
Fait que, ça va dépendre aussi c'est quoi, quel genre de véhicule. Parce que les Chinois font des bons produits, mais ils font également des très mauvais produits. C'est pas toute la scrap. Il y a des véhicules chinois qui sont définitivement de la scrap. Il y en a qui peuvent être plus intéressants. Fait que ça va dépendre à qu'est-ce qui nous amène ici, puis à combien aussi, en fonction de l'homologation. C'est pour les normes de sécurité, etc. Les normes américaines, c'est pour toutes sortes d'affaires. Ça peut être, par exemple, les phares, les enjeux de sécurité, c'est différent d'une juridiction à l'autre. Fait que ça va dépendre. Puis aussi, justement, encore une fois, quand on dit les Chinois, est-ce qu'on parle vraiment d'entreprises détenues par la Chine, genre BYD, Geely, Chery, etc., ou si on ne parle pas plutôt, comme je disais tantôt, de Tesla, Polestar, General Motors, qui produit, comme je le disais, un véhicule à essence là-bas, mais également des véhicules qui ne sont pas vendus ici, mais ils ont des véhicules électriques qui sont produits en Chine, qu'on pourrait nous avoir à moindre coût. Parce que ça se peut que ce soit déjà des constructeurs qu'on connaît ici qui vont se positionner, puis ça ne fera pas une très grande différence sur le prix. Surtout que, si je reviens à l'exemple du Lincoln Nautilus, dépendamment, tu peux t'en tirer en moyenne entre 60 et 65 000, là, dépendamment, là, quand tu t'en cherches un. Depuis, ça, c'était avant qu'ils transfèrent la production en Chine. Depuis qu'ils ont transféré la production en Chine, le prix n'a pas bougé dans l'État. Dans le fond, c'est juste que j'imagine que Ford, c'est son là à l'écran. C'est un beau véhicule. Oui, puis Lincoln, c'est quand même, c'est la marque de luxe de Ford, là, puis c'est vraiment. Puis sérieusement, on s'entend-tu que quand on pense Lincoln, on pense produit américain, là, char US de luxe et tout ça. C'est parce qu'avant la révolution communiste en Chine, évidemment, les Chinois étaient très, très pauvres à l'époque. Il n'y avait pas une tonne de véhicules, mais il y avait deux constructeurs qui étaient bien positionnés. C'était GM avec Buick, puis Ford avec Lincoln. C'est comme quand la Chine s'est rouverte un peu plus au capitalisme à la fin des années 80, tout ça, il y a eu des graines qui sont regermées pour finalement en arriver où est-ce qu'on en est. Mais c'est ça, le prix, c'est le même maudit. Tu payes le même prix que tu payais il y a 2-3 ans pour le Nautilus qu'il soit fabriqué au Canada ou en Chine. Le constructeur Ford, ici, il s'est ajusté finalement. Là, c'est sûr qu'on est dans un produit quand même plus de luxe. J'en conviens, mais... Ça me fait penser, il y a plusieurs années, Matthew McConaughey, l'acteur, avait fait une pub. Il était comme dans son Lincoln, puis il regardait, je pense que c'était un gros taureau sur le bord de la route, puis il jouait avec ses doigts comme ça. Là. Même South Park avec une parodie de ça dans un de ses épisodes. Puis ça avait comme fait augmenter les ventes de Lincoln de genre 10% cette année-là. Tu dis Matthew McConaughey, c'est pas un agent de la Chine. Là, fait que, non. Clairement, c'est ça. C'est vraiment une question de branding, puis c'est vraiment une question de perception. Parce que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je le répète quand même, en Chine, les compagnies dites chinoises et non pas manufacturées sont automatiquement, il y a une partie des actions de toutes les compagnies qui sont en Chine, qui sont chinoises, qui appartiennent au parti au pouvoir, qui est le Parti communiste chinois. La Chine, c'est du capitalisme d'État en réalité. C'est ça. Donc, c'est pour ça que certains disent, OK, là, une compagnie de char, mais qui est en partie contrôlé par le gouvernement chinois, disons que par définition, c'est comme tous les millions de tentacules de partout, même chose de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de sécurité là-dedans. Mais en même temps, c'est ça, pour venir au point. Si c'est des entreprises américaines ou européennes, peu importe, parce que Volkswagen est très présent en Chine aussi, même si ça va un peu moins bien dernièrement, tu te dis, les enjeux de sécurité sont peut-être moins présents. Par contre, c'est sûr que ces entreprises-là, européennes ou américaines, ont des partenariats avec des entreprises locales. Il peut quand même y avoir des enjeux d'espionnage industriel et tout. Mais l'enjeu de sécurité est peut-être quand même bien présent. Surtout qu'on a déjà des véhicules chinois sur nos routes présentement, puis il n'y a pas de problème particulier, du moins jusqu'ici. Je pense qu'il faut demeurer vigilant, mais il n'y a pas eu de problème particulier jusqu'ici. Maintenant aussi, pour ce qui est de l'enjeu, je comprends que Ford, là je parle de Doug Ford, je comprends que Doug Ford s'inquiète. Même si, encore une fois, 49 000 véhicules, 3% du marché, c'est la fin du monde. Il pourrait y avoir, j'écoutais le podcast du Guide de l'auto qui est sorti vendredi, c'est sûr que les Chinois pourraient s'arranger, faire des petites crosses du genre c'est 49 000 véhicules, mais disons de l'année modèle 2026, mais là, on a reçu 15 000 de l'année modèle 2027. C'est pour avoir un petit peu de crossaillage de même. Mais au final, quand même, qu'on passerait de 50 000 à 70 000 véhicules, ce ne serait pas la fin du monde, honnêtement. En fait, la meilleure pilule, selon moi, pour que les Chinois puissent faire passer le produit ici, c'est comme j'ai dit, c'est carrément de mettre ça sur une brand que les gens connaissent déjà. Peut-être pas du Lincoln, sachant que, bien évidemment, on n'a pas tous le même budget, puis pas tout le monde s'achète chez les chars de luxe, mais mettons, justement, comme tu dis, Volkswagen ou quelque chose, tu sais. À la limite, pour qu'on soit safe de notre bord, tu ajoutes un côté sécurité des inspections des chars pour être certain qu'il n'y a pas de puces ou de genre de trucs cachés électroniques là-dedans pour X raisons qui enregistrent vos données. J'ai confiance que ça, ils veulent l'avoir. C'est ça. Mais j'assume que c'est déjà le cas. Mais pour le reste, au lieu d'arriver vraiment avec le modèle Chery, marqué Chery sur le char, puis c'est vraiment brandé la marque de char chinoise,
Ben, exporte des chars chinois, mais de marques que les Canadiens connaissent déjà. Ça, je pense que mon feeling, c'est que les gens seraient moins titilleux rendus là. Il y a Tesla, il y a Polestar, mais il y a General Motors qui est très bien positionné. Puis il y en a d'autres aussi. Fait que c'est ça qu'il va falloir voir. Mais maintenant aussi, l'enjeu de compétition en tant que tel, ils compétitionneraient en quoi? Des véhicules chinois, là, que ce soit ils compétitionneraient quoi pour les travailleurs de l'Ontario? Je veux dire, actuellement, le seul EV qui est fait au Canada, c'est la Dodge Charger. Bon, un véhicule, 80-90 000 et plus, là. C'est les chars de flics, parce qu'ils sont rendus des Dodge Charger à cette heure. Ouais, mais là, ça avait changé. Puis ça a changé encore. Je sais pas, là, il y en a ramené un à essence, mais. Fait que, il n'y a pas vraiment. Ils ne compétitionneraient pas avec grand monde présentement au niveau de la production. Mais c'est sûr que par ailleurs, l'industrie automobile ontarienne ne se porte pas super bien sous les 3 constructeurs américains. Pourquoi? Ben, c'est la syndicalisation des usines. Parce que c'est ça, eux autres ne sont pas capables. Faire un véhicule en bas de 40 000 maintenant au Canada, pas en Amérique, aux États-Unis aussi, là, mais au Canada, c'est vraiment, vraiment pas évident. Là. Toyota, Honda a moins ces problèmes-là parce que leurs usines, même canadiennes, ne sont pas syndiquées. Par contre, quand ils te vendent un Civic, même si un Civic, c'est rendu 40 000 ça ne prend pas grand temps. Tu mets une coupe d'options là-dedans, c'est rendu 40 000 le concessionnaire ne fait pas tant d'argent que ça là-dessus. Simon, t'es contre les bonnes conditions des travailleurs, franchement? Voyons, avant la syndicalisation des travailleurs de l'industrie automobile, c'était quasiment du 12 heures par jour, là. Je ne suis pas contre ça, mais en même temps, je me dis, je fais juste le constat d'une réalité de marché qui est de toute façon, encore une fois, on se dit, ces véhicules chinois-là, ils vont compétitionner avec qui? On nous dit que les Canadiens, puis j'ai dit les chefs de vente, ce qui se vend beaucoup au Canada, c'est des Ford F-150, des GMC Sierra, des Chevrolet Silverado, des Ram un peu moins, mais quand même. Les gens achètent beaucoup de Toyota RAV4, de CR-V, des choses comme ça, des SUV de taille compacte qu'on appelle. Ouais. C'est sûr que les gens cherchent des véhicules, mais est-ce que leurs habitudes de consommation, puis est-ce que leurs besoins vont changer tant que ça? La petite famille, va-tu vraiment se ramasser dans un petit char, 4 places, tout pogné et tout? Il va y avoir un marché pour ça, peut-être comme seconde voiture, mais actuellement, l'offre sur le marché n'est pas là parce que justement, les constructeurs ne sont pas capables de construire des véhicules et de les offrir à ce prix-là actuellement, les constructeurs qu'on a ici en Amérique du Nord. Si les Chinois arrivent à percer ce marché-là, en quelque part, c'est pas une mauvaise chose pour les Canadiens, mais encore une fois, il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver concrètement. Parce que c'est ça, si on retourne maintenant au communiqué, là, on a parlé justement du nombre de véhicules, le 3 % du marché canadien. On parle de nouveaux investissements, ça, je reviendrai là-dessus, mais OK. Cet accord prévoit que d'ici 5 ans, plus de 50 % de ces véhicules sont des véhicules électriques abordables dont le prix à l'importation sera inférieur à 35 000 ce qui offrira de nouvelles options à moindre coût aux consommateurs canadiens. Le prix à l'importation, évidemment, c'est le prix du produit en tant que tel, additionné des frais de fret, le fret qu'on appelle, le transport, etc. Fait que il va falloir voir. Puis, j'écoutais. C'est sûr, ça reste Daniel Breton, là, mais justement, Daniel Breton, qui est comme qui est président là, de Mobilité électrique Canada, là, quelque chose comme ça. Il était justement à ce podcast-là du Guide de l'Auto. Puis il disait, lui, ce qu'il avait entendu entre les branches d'Affaires mondiales Canada, c'est que le politique, le bureau du premier ministre, quand il était son voyage en Chine, il annonçait une affaire. Là, finalement, Affaires mondiales Canada, il disait, ce serait peut-être plutôt au niveau des prix de grossiste. Ce serait des prix wholesale qu'on appelle dans le milieu. Fait que là, tu te dis, à ce moment-là, OK, c'est plus de 50 % mais ça va être du wholesale. Fait que ça veut dire que le véhicule, le PDSF, pourrait être genre 20, 30, 40 % plus élevé. Fait qu'il pourrait avoir encore une fois toutes sortes de petits crossaillages de même. Puis par ailleurs, ça nous ramène à la question des fameux incitatifs. Est-ce que le gouvernement Carney va ramener des incitatifs, finalement, ramener des subventions comme il y avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça? La question se pose, c'est une rumeur qui circule de plus en plus dans l'industrie. Est-ce qu'il va y avoir une annonce qui va être faite en quelque part le mois prochain, un peu comme le laissait entendre Daniel Breton? Lui, il s'attendait à ce qu'il y ait une annonce autour du Salon de l'Auto de Toronto. C'est pas impossible. Moi, c'est pas quelque chose que je féliciterais parce qu'encore une fois, si on fait juste comme, encore une fois, stimuler artificiellement la demande, puis les constructeurs, on l'a vu, qu'est-ce que ça a fait quand les subventions ont été retirées? Les prix ont baissé parce que justement, les acheteurs étaient moins motivés et tout. Fait que finalement, subventionner le véhicule ne faisait pas en sorte que le véhicule était moins cher pour le consommateur. Mais ça se pourrait qu'on s'en aille vers cette option-là, puis que là, on essaie de faire un genre de package deal pour satisfaire Doug Ford d'une façon quelconque là, qui serait à voir. Là.
peut-être en enlevant justement des EV mandates. Je pense qu'effectivement, sur les mandats de véhicules, je pense qu'on va les enlever, là, ces maudits mandats-là pour 2030, 2035, etc. Il faut peut-être tant de pourcentage de véhicules qui vont être vendus. En fait, on vise à terme le 100% de véhicules électriques vendus. Je pense que ces affaires-là, il faut qu'ils sautent. Mais ça se peut très bien qu'on s'en aille vers une patente de même. Fait que là, ça aussi, ça va venir jouer. Fait que là, à ce moment-là, s'ils rajoutent des subventions, ils vont le calculer comment, le 35 000? Ils disent prix à l'importation dans le communiqué du premier ministre. À Affaires mondiales Canada, on nous dit une autre affaire. Puis en pratique, quand ça va être... Parce que ça, c'est un accord, mais c'est encore un peu dans les airs, finalement. Quand on va être rendu au Congrès, si ça se réalise conformément à l'annonce, ben justement, ça va être une histoire de « Ouais, mais c'est après subvention. » Fait qu'on va-tu se ramasser avec des chars à 50 000, exemple, qui ont été subventionnés par 15 000 le gouvernement canadien pour avoir le prix de 35 000? Ça serait pas surprenant, en tout En cas. plus, ce serait sur 50 ou plus. Fait que, tu sais, oui, tu as le 50 qu'on dit qui va être moins cher, mais tu as tout l'autre 50 qui va être plus cher. Puis là, c'est là-dessus que les Chinois qui vont être capables. Ils ont des produits intéressants. Des fois, c'est certaines marques que j'ai vues qui ressemblent à certains produits de véhicules Audi. Mais maintenant, est-ce que les gens vont être prêts à faire ce chiffre-là de partir d'une Audi, mettons, à d'aller vers un véhicule chinois, comme à une certaine époque, il y a des gens qui sont partis de véhicules américains pour aller vers du Lexus ou pour aller, justement, ou même qui ont quitté leur véhicule allemand pour aller vers du Lexus. On le voit, Hyundai a sa marque de luxe, Genesis. C'est pas, en Corée, tu en vois partout. Ici, c'est pas yable, les ventes. Là, fait que pour ça, là-dessus, je pense que les Chinois ne seront pas tant compétitifs. En tout cas, pourraient ne pas être très compétitifs. Ce serait plus au niveau du véhicule abordable. Mais encore une fois, avec une grosse astérisque ici, là, le politique n'a pas dit son dernier mot là-dedans. Là. Non, puis les États-Unis non plus. Au-delà du Canada et tout ça, comme tu l'as dit, tu as parlé de Scott Bessent tantôt. Là. Avec ce qui se passe, puis garde, autant que Trump ne sera pas éternel, il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer par la suite. Je ne sais pas si ça va être JD ou quelqu'un d'autre, mais c'est sûr et certain que l'ouverture du Canada au marché chinois à bien des égards, disons, par définition, ça va toucher de manière ou d'une autre les États-Unis à un moment donné, puis je pense pas qu'ils vont laisser ça faire de même. T'sais. Non. Puis quand je dis ça, c'est ça, c'est pas une histoire d'invasion des États-Unis, on n'embarquera pas dans l'hystérie collective, s'il vous plaît. Là. Ben, c'est ça, si on retourne au communiqué, parce qu'il y a des investissements, parce qu'il y a des usines de constructeurs américains qui sont en arrêt de production, d'autres qui sont carrément fermés. Tu te dis, bon, est-ce que les Chinois pourraient éventuellement les acheter ou en construire de nouvelles? Il faut voir, mais si on va au terme du communiqué, vers le milieu du paragraphe que j'ai lu tantôt, on s'attend à ce que d'ici 3 ans, cet accord stimule considérablement les nouveaux investissements chinois dans les co-entreprises au Canada avec des partenaires de confiance, blablabla. On s'attend. C'est comme, ouais. Ça frise le wishful thinking, ça. Là. Ouais, ça fait vœu pieux, I wish upon a star, là, un peu. Là, c'est... Fait que, tu sais, pour répondre au point que tu avais soulevé tantôt, justement, ces enjeux de l'approvisionnement à pièces, de la chaîne de production, etc., ben, à suivre. Ben, c'est ça. C'est pas tout cuit dans le bec, comme dirait l'autre. Fait que, non. Tu sais, les grandes annonces puis les grands coupages de ruban, c'est bien beau, mais tout, c'est ça. Comme on dit, le diable est dans les détails, the devil's in the details, puis toute la logistique, puis tout ce qui est derrière au grand complet, souvent, c'est beaucoup plus compliqué, puis ça, c'est plus tough à tout mettre en place. Ben, c'est pour ça que je tenais qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'encore une fois, comme les auditeurs le savent, j'aime ça faire un monde de perspective. Je me dis, ouais, d'un bar, tu as Doug Ford qui s'excite. De l'autre bord, tu as des gens qui sont comme, ah, peut-être enfin avoir un véhicule pas cher. Ouais, peut-être pas. Peut-être, mais peut-être pas. C'est ça. On le souhaite du moins pour les gens qui ça pourrait servir. Tant que c'est pas un produit vraiment, c'est ça, style TMU, là, ça peut vous toffer plus qu'un an, on va être content, là, parce qu'à un moment donné, ben beau 36 000 au lieu de 50 000, mais s'il ne fait pas 6 mois, le char, surtout avec l'hiver qu'on a, ce qui n'est pas le cas de partout en Chine non plus. Oui, puis il faut qu'ils répondent aux besoins. C'est sûr que, tu sais, ce que justement nos amis de la gauche oublient souvent, c'est que nos besoins, de la manière que nos villes, notre pays s'est développé, c'est pas le même qu'en Europe, par exemple. En Europe, ils sont capables d'avoir des petites voitures, des petites citadines électriques pas trop chères, genre une Renault Twingo pour l'équivalent d'à peu près 25 000 Canadiens. L'affaire aussi, c'est encore une fois, c'est un autre coup de jab envers la syndicalisation des usines, mais c'est parce que, tu sais, beaucoup de constructeurs européens, ben, particulièrement Renault, ils ont des usines en Roumanie, genre, ils ont comme la marque Dacia qui appelle, là, qui veut dire, qui fait référence au terme latin Dacia, justement, ce qu'était la Roumanie à l'époque. Ben, justement, ils sont capables de produire soit qui amènent en France ou en Europe des Dacia ou des Renault rebadgés, c'est-à-dire des Dacia rebadgés en Renault, provenant de marchés justement avec des coûts de production plus faibles, tandis qu'ici, ben, on n'a pas vraiment ça. T'sais. Non, c'est ça. Le Mexique, à la limite, on a des véhicules qui viennent du Mexique. Mais là, on est dans un contexte tarifaire avec Trump. Tout, bon, quant au Canada, d'amener un véhicule au Mexique, c'est pas si pire. C'est aux États-Unis, c'est rendu un peu plus compliqué. Puis bon, les véhicules qu'on nous amène du Mexique, souvent, c'est des produits plus dispendieux, genre des Volkswagen ID4, des affaires de même.
tu dis ça reste, c'est pas des véhicules à 100 000 et plus, mais c'est pas des véhicules que j'écrirais comme abordables non plus. Là. Non, puis sont-ils acclimatés au climat nordique? On n'est pas dans le désert mexicain. Là. Fait que, des fois, il faut faire attention. Là. Moi, j'ai mon Honda Civic Sport Hatchback. Là. Je te dirais qu'il y a des bouts, tu vois clairement que je sors là. Avec l'aileron, de la manière qu'il est fait, ouais, clairement, il n'avait pas pensé que ça allait accumuler de la neige là. Parce que Ouais, ça faut faire attention avec ton balai, faut pas te donner un gros coup là-dessus pour enlever la glace, sinon tu seras peut-être pas content. Là. Non, c'est ça, mais c'est des trucs assez à penser, mais en même temps, on comprend le principe du marché, puis c'est ça peut fonctionner sur quelques petites affaires ici et là, il faut s'habituer, bien évidemment. C'est ça. Écoute, on s'en va dans le Patreon. Ouais. On voulait également parler, en fait, pour les auditeurs, ça va être la journée d'après. Donc, mais pour nous, en fait, en date d'aujourd'hui, du 26, ça fait 1 an, jour pour jour, que Donald Trump a fait signer son décret pour que les États-Unis quittent l'Organisation mondiale de la santé. Et selon les règles, justement, de la WHO, de l'OMS, bien, ça prend 1 an de délai avant que ça soit mis en place. Donc, depuis hier, les États-Unis ne sont plus dans l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Fait qu'on discute des répercussions de tout ça. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? L'OMS va-tu faire faillite, sachant que leur plus grand contributeur financier, c'est les États-Unis? On va en parler dans le Patreon avec Simon. Ouais.